Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être la suite des vidéos que j'ai fait sur les physiocrates et l'économie préclassique. Donc, assez logiquement, après les préclassiques, il y a ceux qu'on va appeler les économistes classiques. Dans les économistes classiques, il y a trois principaux économistes: Adam Smith, sur lequel on va revenir longuement, David Ricardo, sur lequel on ne va pas revenir vu qu'il y a déjà une vidéo sur lui dans la partie cours, et Thomas Malthus, qu'on va plus évoquer que développer. Donc, il y a d'autres économistes classiques, mais ces trois-là sont les plus connus. Alors on va revenir longuement sur Adam Smith, puisque Adam Smith il est traditionnellement considéré comme étant celui qui a créé l'économie, les sciences économiques. C'est celui qui est considéré comme étant le fondateur de la discipline, avec un livre qu'il a intitulé La richesse des nations. Alors Adam Smith, pour vous le situer un petit peu, il est né en 1723, il est mort en 1790, donc il vit au XVIIIe siècle, et il est contemporain des écrits des physiocrates. Quand il publie La richesse des nations, on est en 1776, c'est le moment où Turgot est au pouvoir et essaie d'appliquer une partie des idées physiocrates et libérales en supprimant les droits de douane. Donc on est encore sous l'Ancien Régime. Et Adam Smith meurt un an après le début de la Révolution française, en 90. Alors le terme d'économiste classique, de classicisme, c'est Keynes qui va l'appliquer à Smith et à ses copains, on pourrait dire. C'est pas eux qui s'appelaient comme ça, c'est Keynes qui est aussi un très très grand économiste qui les a nommés comme ça. Alors Smith, il est très connu, non pas parce qu'il a des idées très originales, en fait il va faire un genre de compilation d'idées qui existent déjà, il va les mettre en relation, et par contre c'est lui qui va avoir l'idée de créer un système économique, quelque chose qui fonctionne comme un ensemble, comme un vase clos. C'est le premier qui va avoir l'idée de se dire que la micro et la macroéconomie sont liées, qui va avoir l'idée de micro et de macroéconomie déjà de base, tout simplement. Jusqu'à Adam Smith, on a des idées sur certains points précis de l'économie. Qu'est-ce que c'est que la monnaie, qu'est-ce que c'est que la richesse, est-ce qu'on doit faire du libre-échange, des choses comme ça, le rôle de l'impôt, mais on n'a pas une idée que tout ça pourrait fonctionner ensemble pour former l'économie. Smith, c'est le premier qui, dans De la richesse des nations, décrit un système qui fonctionne ensemble et qui part d'une petite entreprise, d'une fabrique d'épargne, pour arriver au fonctionnement de la planète, un groupe d'États. Donc il est très connu pour ça, en fait, pour avoir l'idée de créer le système économique. Alors, au niveau de ces idées, il y a 5 grandes idées que va développer Smith et pour lesquelles il est très connu. Alors, je vais essayer de vous les faire de façon logique. La première, Smith est considéré comme le fondateur du libéralisme. Quand on parle de libéralisme économique, quand on dit une économie libérale de marché, libéralisme, Adam Smith, voilà, boum, point barre. Et ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on vit dans une économie libérale, Smith est le fondateur de notre système d'économie libérale. Pour Smith, ce qui est la richesse, c'est pas la monnaie. Il n'y aura pas la phrase de Keynes, la monnaie est un voile, mais pour lui la richesse ce n'est pas l'or qu'on peut extraire des mines du Potosi en Espagne, enfin en Nouvelle-Espagne, ce n'est pas les louis d'or qui sont frappés par le roi de France ou le roi d'Angleterre, c'est la création de richesse pour lui. Donc première chose, pour Adam Smith, création de richesse, c'est égal à, les richesses créées sont, non, quand on peut créer des richesses. Voilà, il n'y a pas un nombre fini de richesses, et contrairement aux physiocrates, il n'y a pas que la production agricole. L'industrie va également produire des richesses, beaucoup plus même de richesses que l'agriculture. Alors, c'est extraordinaire, et ça va être à la base de toute la suite de sa pensée. Pour lui, pour maximiser la création de richesses, on va créer le libéralisme, le laisser-faire, laisser-passer. Donc la richesse, pour lui, est créée par le travail. Dans son livre, il prend l'exemple d'une usine où on fabrique des épingles. J'ai pas d'épingle là, mais on va faire comme Milton Friedman, on va prendre un crayon à papier. Alors, chaque ouvrier dans notre usine d'épingles va savoir fabriquer un petit bout d'épingle. Bon, genre là c'est un crayon, mais j'en ai un il fait la gomme, il y en a un il fait le bidule là, il y en a un il fait la mine, il y en a un il fait le plastique. Donc, pour qu'on soit le plus efficace possible, chaque ouvrier va se spécialiser dans une tâche où il va être le plus performant, qui va permettre de créer un nombre beaucoup plus important d'épingles. C'est un petit peu l'ancêtre de l'invention du travail à la chaîne. Puisqu'on a une division du travail, on est plus efficace. Puisqu'on a un travail qui est plus efficace, on va créer plus de richesses. Alors il va partir de ce concept-là, de notre idée de fabrique d'épingles, et il va dire si ça marche avec un ouvrier, ça marche avec une usine, on est toujours dans la microéconomie, et ensuite il va passer à la macroéconomie, et il va dire ça fonctionne à l'échelle d'un État et à l'échelle d'échanges entre les États. Et là on retrouve
la théorie de l'avantage absolu, où un État a intérêt à se spécialiser dans le domaine où il est le plus performant et à échanger avec les autres pour maximiser la création de richesses. Ça fonctionne avec le libre-échange. Dans le libéralisme, on a forcément le libre-échange. Pour que chacun puisse se spécialiser dans son domaine de compétence ultime, on a besoin de pouvoir échanger, on n'a pas d'entrave. Il y avait le moins de droits de douane possible et il faut échanger le plus possible. On a un marché concurrentiel, c'est-à-dire qu'on doit avoir le moins d'entraves au libre fonctionnement du marché. Pour Smith, et pour les libéraux comme pour les néolibéraux, le mécanisme du marché est celui qui va apporter la solution optimale à tous vos problèmes. C'est la somme des intérêts particuliers qui crée l'intérêt commun. Chaque entrepreneur, chaque entreprise a intérêt à proposer le produit le plus avancé technologiquement et le moins coûteux, pour être celui que les consommateurs vont choisir. Donc naturellement, mécaniquement, la loi du marché doit permettre d'avoir le produit le plus performant et le moins coûteux, puisque les entreprises qui sont soit trop coûteuses, soit pas assez performantes, n'arriveront pas à trouver des consommateurs et donc petit à petit ils vont disparaître. On verra ça plus tard, mais ça entraîne une sorte de darwinisme économique où il y a une course pour avoir une entreprise qui va être de plus en plus performante. Bref, Adam Smith, on est juste au marché concurrentiel. Naturellement, une entreprise va avoir tendance à proposer le meilleur prix et le meilleur produit pour satisfaire les consommateurs. La somme des intérêts particuliers va créer l'intérêt commun. Le but pour l'entreprise, c'est de satisfaire les besoins du consommateur. Smith est également le premier à avoir cette idée que la croissance va être tirée par les consommateurs. Voilà. Alors ça va être noué avec une autre notion qui est très importante dans la pensée de Smith, c'est le concept de la main invisible. Alors la main invisible, qu'est-ce que c'est ? La main invisible, c'est un mot que Smith emploie une fois dans La richesse des nations, qui veut dire que si on ne met pas d'entrave à la liberté d'entreprendre, si on ne met pas de péage, de droit de douane et qu'on laisse tout le monde communiquer un petit peu pour proposer le meilleur bien, le meilleur service. Dans ce cas-là, l'économie va agir comme si une main invisible guidait chacun vers le bien-être commun, puisque chacun, en servant son propre intérêt, s'enrichir le plus possible, soit par le travail, soit par le fait de vendre des produits de plus en plus performants, va servir l'intérêt commun. Ça, pour Smith, c'est la main invisible. Voilà. Et donc, dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est le rôle de l'État pour Smith. Alors, Smith et les libéraux accordent quand même 3 fonctions importantes à l'État. Première fonction, c'est la fonction de défendre le territoire même, faire en sorte qu'il n'y ait pas une armée ennemie qui vienne, qui bousille l'usine, parce que c'est pas bon pour les affaires. C'est le fait d'imposer un état de droit, c'est le fait d'imposer des règlements, ce qu'on a vu aussi en cours. Si vous n'avez pas de règlement, si vous n'avez pas de dépôt de brevet par exemple, vous n'êtes pas incité à investir, puisque n'importe qui peut s'approprier vos découvertes à moindre frais. Et dernière chose, c'est assurer les services qui économiquement ne sont pas rentables. L'entretien des ponts, l'entretien des routes, les services de police, tout ça, ce ne sont pas des... Économiquement, c'est pas rentable. Pour une entreprise, construire un pont juste pour passer, ça vaut pas le coup. Donc du coup, c'est à l'État d'entretenir les ponts et les chaussées, par le biais de l'impôt. Donc Adam Smith reconnaît quand même l'importance de l'État et de l'impôt. Mais le moins possible, pour Smith, le moins d'intervention de l'État possible, le strict minimum, c'est la loi du marché, la main invisible, qui fait que tout ça fonctionne très bien. Voilà pour Adam Smith. Alors j'espère que c'est clair. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc on a déjà vu qu'Adam Smith il est copain avec David Ricardo, qui lui va compléter la théorie d'Adam Smith de l'avantage absolu avec l'avantage comparatif, avec l'exemple du vin qui est fabriqué au Portugal et des draps de laine qui sont fabriqués en Angleterre. Ça, je ne reviens pas dessus et je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait au début du cours sur le commerce international. Et donc le troisième larron, c'est Thomas Malthus. Je crois que c'est Thomas son prénom, qui lui est plus sociologue que vraiment économiste, mais qui est aussi mis en général avec ces trois-là, avec ces deux-là, donc je vous l'ai mis aussi dans la vidéo. Alors Malthus, il a une angoisse plus qu'une théorie. Pour Malthus, il vit au tout début du 19e siècle, à un moment où la population croît fortement. Si vous vous souvenez de vos cours de seconde, c'est le moment de la transition démographique où on a de plus en plus d'enfants qui vont naître. Et lui, il va corréler ça avec l'économie en se disant, par contre, l'augmentation des richesses, a priori, elle n'est pas exponentielle. Alors le vrai terme en mathématiques, on a une augmentation des richesses qui est arithmétique, où on va ajouter 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, genre vous commencez à 1, vous êtes à 2, 3, 4, 5, 6, 12, 20, etc. Alors que vous avez une augmentation géométrique de la population. Ça va faire 2, 4, 8, 16, 32, 64,
Et après, c'est plus des bits en informatique, donc je sais plus. Ce qui fait que très rapidement, la courbe de la croissance de la population va grimper vachement plus vite que la courbe d'augmentation des richesses. Ce qui fait que plus il va y avoir d'habitants, plus les habitants vont être pauvres. Et alors dans la théorie de Malthus, n'oubliez pas qu'il vit au 19e siècle, la pauvreté se traduit très rapidement par la famine et la mort. C'est pas sympa du tout. Alors, pour Malthus, il n'y a pas 36 000 façons de régler le problème, c'est très simple, s'il y a trop d'enfants, il faut arrêter de faire des enfants, voilà. Alors, deux choses pour Malthus. Première chose, pour Malthus, il faut arrêter d'aider les pauvres, parce que plus on fait d'aide sociale pour les plus pauvres, plus ils vont arrêter d'être pauvres et plus ils vont avoir des enfants. Donc du coup, pour Malthus, il faut arrêter d'aider les pauvres, de façon à ce qu'eux-mêmes se régulent et ne fassent pas, entre guillemets, trop d'enfants, pour limiter la croissance de la population. L'autre chose, c'est que pour Malthus, il faut que les couples se marient le plus tard possible et n'aient pas d'enfants hors mariage pour limiter la croissance de la population. Vraiment, l'obsession de Malthus, c'est la catastrophe démographique, la famine, tout le monde qui est mort, et pour lui, il faut faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants. Et pour lui, ceux qui ont trop d'enfants, ce sont les prolétaires, qui ont beaucoup d'enfants, dont la richesse, ce sont les enfants. Et qui vont les faire travailler, qui comptent sur eux pour avoir une retraite, voilà, c'est un truc qui est très... Donc pour lui, il faut arrêter d'aider les pauvres pour que les pauvres fassent le moins d'enfants possible. Surtout qu'en plus, pour lui, il ne voit pas en fait le fait que plus il y a de gens, plus ça va tirer la consommation, plus ça va tirer de la croissance. Donc pour lui, plus il y a d'habitants pauvres, plus la richesse va être divisée, plus chacun sera pauvre et globalement, plus l'économie va s'appauvrir. C'est pas quelque chose qui est vrai, c'est pas quelque chose qui s'est vérifié. De toute façon, il suffit de regarder une courbe de la croissance. Bon, à part en Irlande où ils sont 2 tiers tous morts, mais c'est pas un problème de malthusianisme, c'est un problème d'épidémie de patates. Juste, les gens ils sont pas morts parce qu'on a inventé les engrais et parce que y a eu la révolution industrielle qui a permis de donner du travail à tous ces gens-là. Donc c'est quelque chose qui s'avérait pas vrai du tout. On en reparlera quand on fera, alors dans longtemps, quand j'aurai avancé dans les vidéos, on verra, donc il y a des néo-libéraux, il y a des néo-classiques, et il y a aussi des néo-malthusiens. Donc on reparlera des néo-libéraux, des néo-classiques et des néo-malthusiens, mais comme ça vous saurez qui est vraiment, je crois que c'est Thomas Robert Malthus, son petit prénom. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.